Alors, on vient d'avoir on vient d'avoir une séquence avec un architecte. Donc maintenant, avec notre ami Dornano, PDG de Sisley, patron du METI, nous allons parler des entreprises familiales, essentiellement de taille intermédiaire. Voilà. Dans l'industrie. La proportion d'industrie au METI est de quelle nature? 35%. 37%. Contre on a un fort tropisme industriel parmi les ETI françaises, oui. Voilà, donc l'industrie c'est 10% de l'économie française et c'est 37% des entreprises de taille intermédiaire françaises. C'est considérable. Qu'est-ce que tu vois comme étant les défis d'aujourd'hui? Écoute, plusieurs défis. Un premier, le défi le plus important, c'est que la France, qui est un pays formidable, je pense qu'on en est tous convaincus, qui est idéalement placé en Europe, qui a des équipes qui sont dynamiques, créatives, qui a des inventeurs, qui a des ingénieurs. Le décalage qu'elle a aujourd'hui est un décalage de site de production. C'est-à-dire que sur le site de production France, aujourd'hui, on n'est pas aligné compétitivement par rapport à notre environnement européen. Il y a eu des progrès qui ont été faits et qu'il faut souligner ces 7 dernières années, et des progrès qui donnent des premiers résultats concrets, mais la France réalignée et produisant dans les mêmes conditions que le reste de l'environnement européen, aurait un développement, créerait des recettes fiscales, créerait des emplois, créerait de l'activité dans les territoires qui serait considérable. Il ne faut pas oublier que les ETI, c'est aussi 75% des sièges sociaux qui sont hors de l'Île-de-France. Tu as combien d'usines en France? Moi, j'ai une première usine, j'en construis une deuxième. Oui. Elles sont toutes les deux une à Blois et une à Vendôme. Tu as des difficultés à recruter? J'ai des difficultés à recruter, comme je pense tout le monde. Enfin, pas dans tous les métiers, mais dans un certain nombre de métiers. Mais surtout, j'ai un environnement économique qui est décalé par rapport à la production dans le reste de l'Europe. Et sur les points suivants, je pense qu'il y a 4 chapitres, 4 points qui pourraient être améliorés. Le premier, vous le connaissez tous, c'est les taxes de production. Les taxes de production en France, elles sont encore 35 milliards plus élevées que dans l'environnement européen en moyenne. Elles sont 6 fois plus importantes qu'en Allemagne. Ça ne veut pas forcément dire d'ailleurs de baisser les taxes de production, d'avoir moins de recettes fiscales pour l'État, puisque les premières baisses qui ont été initiées de taxes de production, diminution de la CVAE, diminution de la CFE, ça n'a pas généré de baisse de recettes fiscales, puisque depuis 2 ans, à la demande du METI, il y a un indicateur de recettes globales de taxes de production qui est produite avec le PLF. Eh bien, comme en 2020, la recette fiscale, c'est toujours 80 milliards. Donc on voit qu'en réalité, quand l'activité se développe, c'est aussi plus de recettes fiscales, c'est un retour sur investissement, et ça, nous, industriels, on le connaît bien. Quand on fait une usine, on attend un retour sur investissement. Cette démarche, ce raisonnement, il doit être aussi le raisonnement de l'État. Et le premier objectif, c'est donc de poursuivre, en l'évaluant, le réalignement des taxes de production, au moins sur l'environnement européen. Le deuxième objectif, qui est de plus de court terme, c'est le sujet dont je pense que vous avez déjà parlé, dont vous allez encore reparler, de l'énergie. En fait, on entend l'énergie, c'est résolu, etc. L'énergie n'est pas du tout résolue. Alors, je vais vous donner quelques chiffres pour les ETI. Aujourd'hui, 50% des ETI françaises, d'après les sondages du METI, payent plus de 200 € le mégawattheure l'électricité. Et 25% payent plus de 300 € le mégawattheure. Or, le patron de EDF nous dit c'est 70 € à la production. Donc en réalité, sur un prix qui n'est pas un prix de marché, tous ceux qui ont, pendant la période du 22, début 23, acheté, pris des contrats, qui sont, vous le savez, des contrats où vous n'avez pas le choix, vous devez prendre le contrat ou rien, eh bien, ils payent leur électricité 3 fois, 4 fois plus cher que le prix de production et presque 10 fois plus cher qu'un industriel américain, par exemple. Ça va durer encore jusqu'à fin 24, début 25. C'est pas soutenable. On est en train de détruire tous les acquis qui ont été mis en place ces dernières années, sont en train d'être effacés sur 24 par ce surcoût de l'électricité. Et c'est pas surprenant que les énergéticiens annoncent d'énormes profits. En réalité, vous avez un transfert de l'industrie vers les énergéticiens et un peu vers l'État, puisque l'État taxe ces super profits. Il faut donc l'adresser, il faut donc le corriger rapidement pour pas que 2024 soit une année morte pour l'industrie. Et c'est ce que nous essayons de faire, et c'est notre deuxième sujet. Le troisième sujet, je ne l'ai dit pas dans l'ordre. Je crois que EDF est d'accord pour renégocier un certain nombre de contrats. Hein.
Ils sont d'accord, mais la question, ça va être dans quel timing? Parce que ça, début 25, ce sera fini l'histoire. Donc si on ne renégocie pas tout de suite, ce sera un an de perdu. Et un an de perdu sur un site industriel, ça peut être des faillites, ça peut être des non-investissements. Ça peut être la décision d'aller faire les sites à l'étranger. Et ça, c'est vraiment grave. On n'a pas mis en place toute cette campagne de réalignement compétitif, cette politique de réalignement compétitif dont on voit de nouveau les bons résultats, pour la perdre en 24 à cause d'un malentendu sur le prix de l'énergie. Il faut réagir aujourd'hui, il faut réagir dans un an, ça ne servira plus à rien. Donc ça, c'est vraiment le deuxième point important. Le troisième point, c'est que l'industrie, elle a besoin de travailleurs qualifiés. Or, le coût du travail qualifié, il reste beaucoup plus élevé qu'en moyenne européenne. 1,22 en moyenne européenne, 1,45 sur les cadres, 1,41 sur les emplois qualifiés de charges sociales patronales. Ça veut dire qu'en bas de votre compte d'exploitation, vous avez ça en moins pour investir par rapport à une entreprise allemande, par rapport à une entreprise étrangère. Donc ça doit vraiment être adressé de manière claire. Et à ça, il faut savoir qu'en plus, une partie des taxes de production sont assises sur la masse salariale. Donc les taxes de production sont démultipliées par ce coût du travail qui est élevé en France. C'est un point qu'il faut adresser si on veut retrouver une industrie forte. Et c'est mon troisième point. Puis le dernier point, peut-être le plus facile à mettre en place et en même temps le plus absurde, c'est la simplification. Donc, tout le monde en parle, et tout le monde en parle depuis toujours, et personne ne l'a fait. Et aujourd'hui, on nous dit de nouveau simplification, et dans le même temps, mais vraiment dans le même temps, on nous annonce l'arrivée de CSRD. Alors nous avons fait un chiffrage au niveau des... Faut que tu dises ce que c'est que la CSRD. CSRD, c'est donc ces normes européennes, c'est 1300 indicateurs. Donc d'un côté, on ne veut pas, par exemple, faire de suramortissement vert pour ceux d'entre nous qui veulent faire des projets géothermiques, des projets de décarbonation. Et à côté de ça, on nous demande de mettre en place 1300 indicateurs, sous peine seulement en France de poursuite pénale, parce qu'il y a une sanction pénale en cas de non mise en place de CSRD. On est le seul pays en Europe à faire ça. Ça va coûter, alors nous on l'a chiffré pour les ETI, 3 milliards d'euros, 750 millions d'euros pour l'État. C'est-à-dire que dans un moment où on nous dit qu'on est dans une situation financière grave, plutôt que d'encourager des projets concrets de décarbonation, on met en place des indicateurs. Je le fais un peu, mais c'est quelque chose qui est absolument invraisemblable. Les Allemands, ils ont suspendu. Ils ne l'ont pas transposé pour le moment. Les Italiens, ils ont suspendu. Ils ne l'ont pas transposé pour le moment. Et nous, on l'applique. Alors on dit on va peut-être monter les seuils, on va peut-être diminuer le nombre d'indicateurs, mais on est dans une logique où on n'est pas conscient de l'urgence. Et où on met en place toute une série... Et je pense que le premier signe que l'État pourrait... Et puis derrière CSRD, il y a le plan de vigilance, alors c'est d'acronyme épouvantable, CS3D. CS3D, voilà. C'est comme les robots de Star Wars. Et qui, lui, va encore rajouter une couche, rajouter des coûts, etc. Est-ce que le moment est de faire des indicateurs dont on ne sait pas très bien d'ailleurs comment ils seront utilisés, quand on est dans une situation où on a déjà à la fois un déficit public important et à la fois un déficit de compétitivité. Je pense que tout ce qui va aller vers un réalignement compétitif, j'aime pas trop d'ailleurs le mot politique de l'offre. Je pense qu'il faut plutôt parler de réalignement compétitif, parce que quand on dit politique de l'offre, on dit cadeau, on dit on veut baisser les impôts. Le problème n'est pas de baisser les impôts. On est tous très heureux de payer des impôts et de contribuer, etc. Et plus ou moins, je vois qu'il y a des gens qui hochent la tête, mais je pense que c'est normal de payer des impôts. Par contre, on veut pouvoir travailler dans des conditions où on va pouvoir développer nos entreprises. Si on lance un projet d'usine, que ce projet sur 20 ans, 25 ans, il nous permet de sortir des produits compétitifs. Et donc c'est ça la question. Tout ce qui va aller vers le réalignement compétitif, c'est plus vrai que la politique de l'offre, va nous permettre de nous développer, de créer de la richesse. Et si l'État prend une partie de cette richesse, tant mieux. Mais on aura les moyens de se développer, de développer nos activités, faire des produits compétitifs. Alors, écoute, il reste 45 secondes. Tu vas nous donner un truc un peu optimiste sur les 45 secondes qui restent quand même. Mais on va y arriver. En fait, nous, notre combat, on l'adresse et les progrès, ils existent. L'IS a été réaligné. Le PFU qui permet notamment la transmission d'entreprise, et un autre message que je voudrais passer qui est il faut aussi, en France, favoriser les bâtisseurs, ceux qui s'engagent dans le temps. Quand on fait une usine, c'est pas une start-up, c'est 20 ans, 25 ans.
On le fait, c'est pas en nous donnant quelques subventions qu'on va faire l'usine. On va faire l'usine parce qu'on pense que l'usine va être compétitive, va permettre de faire des produits. Donc cette idée aussi du long terme, elle est extrêmement importante. Et de nouveau, la politique du réalignement compétitif, elle a commencé. Ça, c'est mon point positif. Elle donne des résultats. Elle donne des résultats. L'impôt sur les sociétés, en 2017, il rapportait 28 milliards. Alors, il baisse un peu là cette année, mais il est un peu moins haut que prévu, mais il va rapporter autour de 60 milliards. Le double. Les taxes de production, on a supprimé les impôts. Est-ce que ça rapporte moins à l'État? Non. En fait, tout ce qui est investissement sur le réalignement compétitif, ce sont les seules mesures gouvernementales qui vont permettre d'avoir des mesures qui créent de l'activité sans baisser la recette fiscale. Et je pense qu'on peut être fiers, nous, collectivement, de ça. Justement, que les réalignements compétitifs ne font pas baisser la recette fiscale, ils permettent au contraire aux pays de se développer, ils permettent aussi de faire des réformes indispensables. Est-ce qu'on aurait pu faire la réforme de l'assurance chômage s'il y avait eu un chômage de masse très important? Non. Elle a pu être faite, on a pu l'envisager, parce qu'il y a eu une baisse du chômage. Donc tout ce travail qui a été fait sur ces 5 dernières années de réalignement, il porte les fruits. Il faut le dire, parce qu'on ne le dit pas assez, et donc on ne le poursuit pas. Et il faut poursuivre avec une idée qui est bête, mais simple, se réaligner sur l'environnement européen. Et si on est réaligné sur l'environnement européen, Nicolas, je pense qu'on peut faire des étincelles. Exactement. Étincelles comme ETI. Allez, bon appétit, ou il y a encore quelqu'un? On parlera d'énergie à 14h. Bon appétit et merci à toi.